5 juillet, bienvenue dans les titres de ce 20h sur RTI 1, la rencontre du chef de l'État avec le premier responsable de la société Binance. C'est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, en termes notamment de volume de transactions. Ils ont bien sûr parlé de questions économiques et financières liées à la crypto-monnaie. La 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte à Kigali, au Rwanda, du 5 au 9 juillet. Les parlementaires ont évoqué des questions communes à leurs différents pays. Les travaux ont débuté ce mardi par la réunion du bureau. 28,89% de taux de réussite au BEPC 2022. Les résultats ont été proclamés ce matin par la direction des examens et concours. On enregistre un net recul par rapport à l'année dernière où les taux s'élevaient à 41,27%. Et puis EcoPlus ce soir fait un clin d'œil au secteur bétail. À l'approche de la fête de la Tabaski, le marché ivoirien sera-t-il suffisamment approvisionné face notamment à la situation sécuritaire instable au Burkina Faso, principal pays fournisseur de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Le premier responsable de la société Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Viviane Aïman nous propose tout de suite un point de leurs échanges. Binance, une des plus grandes plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies au monde, a été fondée en 2017 par un jeune créateur d'entreprise. Intéressé par le marché ivoirien, le fondateur de cette structure financière a été reçu en audience ce mardi 5 juillet par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Je voudrais déjà dire que ça a été un honneur pour nous d'avoir été reçus par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons discuté des questions liées aux finances et aux économies. À l'évidence, nous avons parlé de l'accès à la crypto-monnaie. Pour cela, nous croyons que tout sera fait, comme nous a assuré son Excellence le président Alassane Ouattara, pour que cela fasse partie prenante de l'activité économique de notre relation commerciale. La crypto-monnaie, utilisée de plus en plus de nos jours, est un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques. Les paiements en crypto-monnaie sont des saisies purement virtuelles réalisées dans une base de données en ligne. Le vice-président ivoirien, lui, s'est entretenu aujourd'hui en cours de journée avec des partenaires au développement, notamment pour le renforcement de la nutrition en Côte d'Ivoire. Viviane Aïman. À cette audience que leur a accordée le vice-président de la République, les partenaires techniques au développement ont fait le point des engagements pris par le gouvernement ivoirien dans le combat pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance en Côte d'Ivoire. Déjà, le pays d'Ivoire a fait beaucoup de progrès et notre intérêt, c'est de voir comment nous pourrions, comme le vice-président a dit, c'est plus loin, plus rapide. Donc, nous sommes là pour appuyer, accompagner l'État de Côte d'Ivoire et nous voulons continuer cette discussion avec monsieur le vice-président dans l'avenir pour aller ensemble. Pour rappel, en 2021, au sommet de Tokyo sur la nutrition pour la croissance, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à éliminer la malnutrition sur toutes ses formes à l'horizon 2030, objectif qui risque d'être retardé en raison de la crise alimentaire généralisée créée par la guerre en Ukraine. Tchemoko Mélié-Kone a ensuite reçu une délégation du Rotary, allée lui rendre visite à l'occasion de la prochaine tenue à Abidjan de la 4e édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique du 5 au 10 septembre prochain. Viviane Aïman. Le mouvement rotarien se prépare à vivre un grand moment. Il s'agit de la 4e édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique qui se tiendra ici à Abidjan du 5 au 10 septembre prochain et qui enregistrera la présence effective de la présidente mondiale du Rotary International. Le comité d'organisation, qui est à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rassemblement, a été reçu ce mardi 5 juillet par le vice-président de la République au palais présidentiel. Un événement majeur qui va se dérouler à Abidjan du 5 au 10 septembre 2022.
Abidjan va abriter le 4e institut du Rotary pour tout le continent africain. Nous aurons l'honneur de recevoir plus de 800 Rotariens issus du continent africain, ainsi que la plus haute autorité du Rotary international. Singulièrement, la première femme du Rotary international, la première femme présidente du Rotary international, la Canadienne Jennifer Jones, qui assume les responsabilités de présidente depuis le 1er juillet dernier. Alors, l'objectif visé par cette réunion, c'est de réunir les Rotariens, évaluer toutes les actions qui ont été entreprises au cours notamment de l'année écoulée et, ma foi, envisager des perspectives à l'effet de changer des vies à travers nos actions articulées autour de la construction de la paix, la résolution des conflits, la prévention, le traitement des maladies avec notre programme polio, notre programme prioritaire. Vous savez que le continent africain est libéré de polio grâce au gouvernement et aux partenaires, dont le Rotary qui représente un partenaire clé. Le Rotary Club, c'est 100 ans de présence en Afrique avec plus de 1600 clubs, réunissant plus de 38 000 Rotariens. En Côte d'Ivoire, le premier club Rotary a reçu sa charte le 11 juin 1956. 150 081 candidats au BEPC session 2022 ont été déclarés admis sur les 519 449 postulants, soit un taux de réussite de 28,89% contre 41,27% l'année dernière, une baisse de 12,38%. Sephora Zegui. 28,89% de taux de réussite au BEPC 2022. Mariam Nimagadosso, la directrice des examens et concours, l'a annoncé à la presse ce mardi 5 juillet. 519 449 candidats étaient effectivement présents dans les centres de composition. 150 081 parmi eux ont été déclarés admis, soit un taux de 28,89% contre 41,27% en 2021. Un taux national de réussite en baisse de 12,38 points par rapport à la session précédente. Les candidats pourront consulter leurs résultats via plusieurs canaux. Ce mardi 5 juillet 2022, à 14 h, avec l'autorisation du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les résultats du BEPC seront publiés dans tous les centres de composition. La pandémie de la COVID-19 sévissant toujours, il n'y aura pas de proclamation publique. Les relevés de notes seront remis aux candidats munis de leur convocation et de leur pièce d'identité dans leur centre. Ces résultats seront également mis en ligne au même moment sur le site internet de la DECO, www.men-deco.org. Cette année, les garçons ont battu le record avec un taux de réussite de 29,80% contre 27,92% chez les filles. Il ne reste plus que 48 heures aux candidats pour introduire leurs réclamations dans leurs différents centres de composition. Il n'y a pas eu de proclamation publique, mais les candidats et parents se sont rendus nombreux dans les centres d'examen afin de connaître leurs résultats et prendre possession de leurs documents. On pouvait assister à des scènes de joie, à des embrassades, mais aussi à des pleurs et à des manifestations de tristesse pour les 71,11% de candidats non admis. Sephora Zegui. À l'heure où les résultats tombent en direct sur Internet, ils étaient nombreux à s'être déplacés pour le traditionnel rituel, l'affichage au lycée moderne du Plateau. Cette année, c'est dans les salles de composition que les candidats récupèrent leurs résultats. Emmanuel et Sarah attendent avec impatience le verdict final. Pour le moment, dans ma tête, c'est un peu le flou total parce que
j'ai vu qu'au journal, les taux étaient très bas. Je stresse un peu, mais j'ai confiance et je sais que je vais avoir. Quelques minutes d'attente et enfin les résultats. Explosion de joie chez nos candidats. J'ai eu 261,5. Je vais chercher à exceller et à toujours aller au-delà de mes limites. J'ai donné le meilleur de moi, je suis contente. J'ai même eu 19 en maths. Je suis fière. Dans la cour du lycée moderne du Plateau résonnent des cris de joie de plusieurs candidats admis au BEPC. On a attendu longtemps et puis finalement on est arrivé. Je suis contente d'avoir mon BEPC. Si certains jubilent, c'est une grosse déception pour d'autres. Je suis pas content parce que tous mes camarades ont eu. Je demande à mes parents de m'excuser. Je n'ai pas eu, mais l'année prochaine, je ferai de mon mieux. Cette année, le taux de chèque au BEPC est de 71,11%, des chiffres qui interpellent toute la communauté éducative. Et on change de cadre. La redynamisation de la grande chancellerie de Côte d'Ivoire est au cœur d'une grande rencontre de 3 jours. Les acteurs principaux entendent poser les jalons pour une nouvelle dynamique en vue surtout de la promotion de l'excellence en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Une nouvelle orientation pour la grande chancellerie de l'ordre national. La vision de Henriette Dagri-Diabaté se veut claire pour accompagner le programme de société du président de la République. Cette rencontre des agents de cette institution qui prône l'excellence est une étape importante dans la réforme. Concrètement, il s'agit de mettre en application les différents projets qui traduisent la vision que vous avez de l'institution. Madame la Grande Chancelière, en autorisant ce séminaire, vous avez voulu renforcer les capacités de tous vos collaborateurs en leur donnant des outils et des moyens nécessaires pour atteindre les résultats que vous nous avez fixés. Axé sur le thème « La redynamisation de la grande chancellerie, défis et enjeux pour une promotion de l'excellence et du mérite en Côte d'Ivoire », durant ces 3 jours de travaux, le séminaire de renforcement de capacités réunit une 50aine de participants. Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière, appelle à une implication de tous. Le président de la République, à travers le décret numéro 2022-368 du 8 juin 2022, a marqué son soutien à l'orientation que je lui ai proposée. C'est donc avec une grande satisfaction que je constate votre rapide approbation et appropriation de cette nouvelle voie et le choix que vous avez fait. Je vous encourage donc, durant ce séminaire, à pousser loin la réflexion pour tracer les perspectives d'un renouveau de notre action. Au terme de ce séminaire, la tenue d'une assemblée générale pour la mise en place d'une mutuelle de la grande chancellerie pour une meilleure prise en compte des préoccupations des agents de cette institution. La 47e session de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, se tient à Kigali, au Rwanda, du 5 au 9 juillet. Les travaux ont débuté ce matin par la réunion du bureau de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, également président de l'APF, a présidé la séance. Envoyés spéciaux au Rwanda, Moussa Konaté et Ambroise Asséman. Chambre des députés à Kigali, capitale du Rwanda. Début des travaux de la 47e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Première étape, la réunion du bureau de l'APF, réunion présidée par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale et président de l'APF, avec la présence de Donatille Mukabalisa, la présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Le Parlement du Rwanda est donc fier de faire partie des différents débats et de contribuer à l'action collective de l'APF pour proposer des solutions adéquates répondant aux aspirations des peuples que nous représentons. C'est la première réunion du bureau de l'APF en présentiel depuis l'avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le président de l'APF, Adama Bictogo, exprime sa reconnaissance au Parlement rwandais pour la tenue de cette 47e session. Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude et nos remerciements d'avoir accepté et organisé cette session alors que vous avez été saisi tardivement. Au mois de mars, vous avez donc eu
3 mois pour organiser donc cette session très importante qui intervient dans un contexte de crise aussi bien sanitaire, alimentaire et climatique. Donc c'est une session ô combien de fois importante. À cette réunion du bureau, un hommage a été rendu à Feu Amadou Soumaoro, ex-président de l'APF, décédé le 7 mai dernier. Crise alimentaire au Sahel, le Conseil de l'Entente continue son plaidoyer en faveur notamment du Niger et du Burkina Faso. Ces 2 pays qui font face à une crise alimentaire due à l'insécurité du fait des attaques terroristes répétées. Michel Digré. Au cours de cette séance de travail, Marcela Montano a présenté la vision qu'il propose pour le Conseil de l'Entente et ses actions prioritaires. Dans cette optique, il a décrit la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone sahélienne de l'espace Entente et souhaite une intervention plus accrue du programme alimentaire mondial. Le directeur exécutif du PAM a fait le point des dons obtenus auprès des partenaires internationaux. Il a obtenu au niveau du Sénat américain une enveloppe importante qui va soulager notre région. Nous attendons de savoir quelle est la part d'allocation qui va être pouvoir allouée au Niger et au Burkina Faso. Et nous avons demandé au directeur exécutif de continuer ce plaidoyer en faveur de nos pays. Il a promis de faire l'essentiel, de faire le nécessaire, de faire le maximum pour que malgré la crise qui sévit en Ukraine, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique, le Sahel ne soient pas oubliés. Avant cette rencontre, Marcela Montano a échangé avec le directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation. Il a fait un plaidoyer en faveur du Burkina Faso et du Niger durement éprouvés par les menaces terroristes. Plus de 4 millions de personnes sont en difficulté dans ces 2 pays, en majorité des enfants et des femmes qui ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate. La communauté musulmane ivoirienne célèbre le 9 juillet prochain la fête de la Tabaski et la traditionnelle foire du mouton a été lancée aujourd'hui à l'abattoir de Port-Bouët. L'événement se décentralise désormais dans plusieurs autres communes de la capitale. Jean-Luc Bangbo. Abattoir de Port-Bouët. Nous sommes à 4 jours de la fête de Tabaski et comme chaque année, c'est la même atmosphère qui prévaut. Incessant balai de camions chargés de vin et de bovins, négociations appuyées entre vendeurs et acheteurs. Et comme toujours, le coût du mouton au cœur des débats. On a eu le mouton à 270. Ce qu'on peut dire à ceux qui viennent, qu'ils s'apprêtent parce que cette année c'est vraiment dur. Avec le prix, c'est très dur. C'est dans cette ambiance que s'est ouverte la traditionnelle foire de la Tabaski, initiative du district d'Abidjan. À quelques jours de cette grande fête de la Tabaski, nous avons atteint plus de 90% de nos besoins en approvisionnement, aussi bien en bovin qu'en ovin. Mais la vente de bétail à la veille de la Tabaski se délocalise dans les autres communes d'Abidjan. C'est le cas de 13 villes, dont les acteurs ont eux aussi organisé une foire à l'image de celle qui se tient à Port-Bouët, avec les mêmes réalités. On a eu trop de difficultés avec les moutons cette année, parce que tellement il n'y a pas de moutons. Les étrangers sont venus, on se bouscule pour payer des moutons là. Notre grand souci, c'est l'approvisionnement. Parce que vu que dans les pays de la sous-région, il y a des soucis là-bas, ça fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes. Voilà. Parce que si le marché est bien approvisionné, je pense que les prix vont être vraiment abordables. L'organisation de ces foires reste surtout une occasion de s'assurer de l'approvisionnement du marché de moutons dans le district d'Abidjan. Malgré la pandémie et malgré les problèmes sécuritaires, l'État de Côte d'Ivoire, en parfaite concertation avec les pays frères, a tout mis en œuvre pour assurer des échanges continus à tout moment et en tout lieu. Chaque année, à la période de la Tabaski, la Côte d'Ivoire reçoit en moyenne 120 000 têtes de petits ruminants. Une moyenne qui devrait être atteinte encore cette année, selon le ministre Sidi Touré. Les acteurs de la filière ont quant à eux témoigné leur reconnaissance aux autorités en offrant des béliers, notamment au chef de l'État, au vice-président, au Premier ministre et au ministre des Ressources animales et halieutiques.
Le mouton, le symbole principal de cette fête religieuse, les besoins de la Côte d'Ivoire sont estimés à 150 000 têtes. Le Burkina Faso reste un partenaire privilégié en termes d'approvisionnement. Mais face à la menace terroriste, les bêtes arrivent-elles à être acheminées vers les marchés ivoiriens? C'est ce que nous propose de voir Kader Sogodogo. Dans le dossier EcoPlus, ce soir, il a suivi les bêtes de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso jusqu'en terre ivoirienne. Poste douanier de Ouagadougou. Des camions de moutons en provenance du Burkina Faso viennent de franchir le territoire ivoirien. Pendant 2 semaines, jusqu'au 9 juillet, jour de l'Aïd el-Kébi, il en sera ainsi. Le marché du mouton. En la matière, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays de grande consommation sans que la production locale n'ait décollé. Cette année, les choses semblent se compliquer. Tout le monde connaît la situation. C'est par rapport à ce qui se passe au Mali, au Burkina, entre le Niger, le terrorisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déplacés. Ils sont en difficulté de collecter même les animaux. Vers Dori, là même, ils sont sautés un pont. Ça ne dépasse même pas 4 jours aujourd'hui. Les commerçants ne disent pas le contraire. Bon, il n'y a pas de moutons même au Burkina. Il n'y a pas de moutons. À l'air, là même, le problème des moutons, là même, c'est très très difficile. Voilà. Puisque là où il y a des animaux, là, c'est vers le Sahel. Bon, on a trop de difficultés là-bas même. Les gens n'arrivent pas à élever. Il y a trop de soucis. Pour cette année 2022, le ministère des Ressources animales et halieutiques a estimé les besoins de la Côte d'Ivoire à 150 000 têtes. Sidi Tiemoko Touré a invité les acteurs de la filière bétail et viande à faire face à la situation. Les gens ils sont prêts pour aller en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent ce que le gouvernement ivoirien a fait comme des efforts. Aujourd'hui, à partir de Ouangolo jusqu'à Abidjan, les camions circulent librement. Exemple, ces arbres comme ça là, tu ne peux pas avoir ça, c'est au moins 150 000. Comme ça, tu vois, comme ça là. L'année passée, on payait ça à 50 000 ou bien moins de 50 000, 45 000. Cette année, si tu veux ça, c'est jusqu'à 62 000 ou bien 75 000. Donc ça serait un problème. Il faut voir ça là. Ça là, il faut que ça arrive 150, 175 000. Malgré les difficultés relevées, pour le président de la filière bétail et viande du Burkina Faso, le marché ivoirien reste la priorité. On assure les Ivoiriens de ne pas avoir peur. Nous sommes des éleveurs, nous sommes des acteurs, nous sommes devant les choses, nous vous disons la vérité, nous nous engageons à nos propres fonds pour que les animaux puissent atterrir en Côte d'Ivoire. Donc n'ayez pas peur, les animaux vont arriver en Côte d'Ivoire. À Ouagadougou, sur le principal marché de bétail à Tanguin, les chargements vers la Côte d'Ivoire sont en cours. Le pays compte lancer 30 à 45 camions par jour. Chaque camion contient 300 moutons. Les commerçants ne veulent pas rater le marché ivoirien qui reste attrayant. Je vais partir en Côte d'Ivoire. Là-bas, là, ils paient, mais tout sûrement, ils partent là-bas pour faire le commerce. Mais le Tabasco, là, je vais partir encore. Pour l'heure, le lobbying des responsables de la filière bétail de Côte d'Ivoire porte des fruits. Une fois au pays, tout sera mis en œuvre pour que le mouton soit à la portée de chaque musulman. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, en a fait un point d'honneur. C'est donc à juste titre que sur ces recommandations, le Conseil national de lutte contre la vie chère et sa secrétaire exécutive, Dr Annie Didis Bakone, s'activent sur le terrain. Reste pour la Côte d'Ivoire à mener la bataille pour l'autosuffisance en bétail, passer de 15% à 50% et ensuite 100%. Cela est possible.
Les pèlerins ivoiriens en ce moment en Terre Sainte d'Arabie Saoudite vont eux aussi sacrifier à la tradition en immolant une bête pour la Tabaski. D'ici là, ils se préparent à effectuer les tout derniers rites liés au 5e pilier de l'islam. La station du mont Arafat, la lapidation du Satan, 5 jours d'intense adoration qui se préparent tout particulièrement. Mahama Traoré et Abdul Aziz Ganiyou, nos envoyés spéciaux. Entre les heures de prière, les candidats au Hajj font un peu de shopping. Et pour les attirer dans les boutiques, les commerçants bangladeshis comme Mohamed ne manquent pas d'astuces. Il dit avoir appris la langue malinké en 1 an, mais compte se perfectionner dans les mois à venir. Business oblige. Dans sa boutique et celle voisine, on trouve des vêtements, des articles et des gadgets qui intéressent les hôtes de la Terre Sainte. Chacun souhaite ramener au pays des souvenirs pour ses proches, mais là n'est pas l'essentiel. Il faut rester concentré car le pèlerinage n'est pas encore terminé. D'ultimes rites restent à accomplir dans les jours qui viennent. C'est le message que le commissariat du Hajj tente de faire passer auprès des impétrants au pèlerinage à travers ces différentes rencontres. Mina Arafat, revenir à Mousdalifa, de Mousdalifa revenir encore à Mina pour le séjour de Mina où il y aura la lapidation de différentes stèles. C'est difficile ces 5 jours. Donc nous leur demandons, ceux qui ont l'habitude d'aller à 2 h du matin au Haram, de prier ici dans la mosquée de l'hôtel, de se reposer pour que l'étape à venir soit facile pour eux. Les centres de santé aménagés par le commissariat du Hajj, eux, ne désemplissent pas. Certainement les effets de la forte chaleur, avoisinant les 50 degrés Celsius en Arabie Saoudite sur les candidats au Hajj. Les équipes sanitaires veillent également à la non-propagation de la Covid-19 au sein du contingent ivoirien. Nous avons distribué à chaque pèlerin sur le vol 50 masques pour qu'ils puissent utiliser ces masques-là durant tout le séjour. Et nous veillons à ce que ces masques-là soient utilisés comme il se doit. Mais il y a certaines mesures telles que la distanciation, ça c'est difficile. Mais en tout cas, les autres mesures par nos pèlerins sont respectées. Pour cette dernière étape, le défi est de taille. Pour le commissariat du Hajj, il s'agit d'assurer le déplacement, l'hébergement, la restauration et la sécurité de l'ensemble des 4 499 pèlerins ivoiriens sur les sites saints de Arafat, Mousdalifa et Mina, où ils dormiront à la Belle Étoile. Et nous quittons l'Arabie Saoudite pour Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. L'opération Grand Ménage y a été lancée par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Il s'agit de la 54e édition. Djeneba Ouattara et Soro Corona. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Tôt le matin du premier samedi du mois de juillet, les ONG, associations, forces de défense et de sécurité, munis de balais, pelles et râteaux ont investi les bordures du lac et l'esplanade de l'église Sema située à côté de la gare de Korougou. Ces matériels de salubrité en main pour balayer, désherber et débarrasser ces espaces des ordures et autres dépôts sauvages afin de donner fière allure au secteur. L'action de salubrité s'inscrit dans le cadre de la 54e édition de l'opération Grand Ménage. Cérémonie présidée par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Il est question d'amener les populations à rendre les cadres de vie salubres. La salubrité, ça a un lien direct avec notre santé. C'est pour cela que nous devons nous-mêmes prendre en charge la propriété autour de nous. L'État vient en accompagnement. Le gouvernement a aujourd'hui adopté un projet de loi qui est le Code de la salubrité et de l'hygiène, qui comporte, n'est-ce pas, une partie de répression. Ce code a été adopté par le gouvernement. Nous attendons qu'il soit voté par le Parlement. Nous allons communiquer beaucoup sur ce code. Et une fois qu'il sera mis en vigueur, nous allons passer aussi à la phase de répression. Occasion pour le ministre de se prononcer sur l'utilisation des sachets plastiques. Nous avons beaucoup d'initiatives aujourd'hui de recyclage de ces sachets où les gens pourront tirer un revenu même de ces sachets plastiques. Il y a des projets aujourd'hui qui vont collecter ces déchets pour les recycler
dans le processus de production. Un début de solution est trouvé avec la transformation des sachets plastiques en effets vestimentaires. Ces sachets d'eau, par exemple, je les ai pris dans des ordures et j'ai pris le soin de les laver. Et puis confectionner cette tenue-là. J'ai pris près de 1500 sachets d'eau. Je sens que ça va contribuer à rendre l'environnement paisible et beau. En 2022, je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine. Tel est le thème de l'opération Grand Ménage. Dans l'actualité internationale, un accord a finalement été trouvé sur la durée de la transition au Burkina Faso. Elle va durer 24 mois à partir du 1er juillet, contre les 36 mois initialement proposés. Les militaires du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration avaient justifié ce délai par la nécessité de restaurer la paix. Merci d'avoir passé ces 30 dernières minutes en notre compagnie, mais ne décrochez pas. RTI 1 vous propose tout à l'heure en direct une émission spéciale sur la saison des pluies. Quelle sensibilisation pour libérer les zones à risque? Adama Koné reçoit les ministres en charge de la question. C'est à 20h50 sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous et à demain.